Je te regarde aussi Bon, en même temps. alors je vais expliquer un peu le principe de l'émission. Ça serait dans une période où les actualités nous annoncent partout que ça va aller de mal en pire, d'essayer de créer une petite zone de, comment dire, d'espoir ou de réflexion détachée de toutes les émotions pour qu'on essaie de trouver plutôt des solutions grâce à l'imaginaire. Et moi, ce qui m'a plu, en tout cas, ce qui m'a inspiré le choix d'Éric Antoine, c'est qu'il a écrit ce petit livre qui, comme son nom l'indique, magique optimistique, signale qu'on peut être optimiste en période compliquée. Et j'ai tout de suite J'ai envie. complètement changé d'avis, hein, je te le dis tout de suite. Ah bon? Explique-moi. Tu es devenu un pessimiste, un magicien pessimiste? Non, je suis devenu un réaliste. Quelle Non, ni horreur! pessimiste, ni optimiste. Non, non, si, si, bien sûr, évidemment qu'on peut parler d'optimisme, évidemment. C'est un sujet qui m'est très cher. Euh, Excuse-moi, je reçois des messages en même temps, moi, mais qui n'ont rien à voir avec notre conversation. Alors attends, je vais Ah, profiter que tu reçois des messages pour aller fermer la porte parce qu'on entend des bruits à l'extérieur. Ne bouge très pas, bien. peut-être occupe le terrain pendant les 20 secondes que je vais. Bonjour à tous. Alors moi, je ne sais pas du tout combien vous êtes. En fait, moi, je suis juste devant mon Skype, sachez-le, avec Bernard. Donc, je converse juste avec un ami. Et je ne sais pas du tout si vous interagissez avec nous, si vous écrivez des choses, si vous parlez, si vous commentez. Donc, je suis obligé d'attendre de la bouche de Bernard une liaison. Ça sera un petit peu le lien entre vous et moi. Donc, Bernard, t'es mon ambassadeur vis-à-vis de l'humanité. Sache-le. Voilà. Très bien. Alors tout d'abord, il faut signaler une chose, c'est qu'en même temps que j'utilise cet outil, je découvre ses possibilités. Donc tel qu'il Mhm, s'est configuré devant mon ordinateur, je vois en effet les gens qui, à ma gauche, posent des questions. Alors vu que j'ai des mhm. problèmes, tu verras quand tu auras mon âge, des problèmes de lunettes, il faut que je m'approche. Là, ça me dit qu'il y a 830 personnes. Oui. Donc déjà, par rapport à la question que tu posais, combien de personnes sont là? Il y en a 830. Alors, je vais te D'accord. donner maintenant Enfin, c'est le. 830 connexions. Peut-être qu'ils sont plusieurs par connexion. Peut-être qu'il y a des familles nombreuses. Peut-être que s'ils sont plus que 6, ils ont dû se débarrasser d'une partie de leur famille pour rester à 6 en confinement. Donc, on peut peut-être poser ce genre de questions déjà. Alors, combien êtes-vous devant votre Chez vous, ordinateur par Res- foyer? reste- respectez-vous les règles du confinement au sein même de votre famille. Et bon, en tout cas, ravi d'être avec vous tous. Je ne sais pas qui vous êtes. Bernard le sait puisqu'il vous voit, Ah ouais, ouais. Alors, il voit vos je vais noms et te tout ça. faire la liste Hmm. exacte des 830. Alors, tout d'abord, tu as Herman Sylvain, tu as Corinne Schneider, tu as Nicolas Metz, tu as Flo Boulet et Nymphéa Fa, qui sont parmi les stars, évidemment, de ce show. Nymphéa, Nymphéa, Nymph- Nymphéa Féa. Tu as Patrick Nymphéa Féa. Borkowski, Estelle Non, mais Albouvette, attends, arrêtons-nous juste un instant sur Nymphéa Féa. Nymphéa mais elle a disparu Féa, déjà. Parce que. je te félicite. Juste, elle a disparu dans le déroulé, mais elle est Attends, encore là. attends, il y Donc, a Amélie Nymphéa Andrieux Féa, qui demande comment mettre de la magie dans le quotidien, monsieur Éric Antoine. c'est une très bonne idée. J'essaye de faire ça tous les jours. Donc, tu vois, ça répond. J'espère y arriver de temps en temps. Bon, alors, tu sais quoi, commençons, parlons un petit peu de ton sujet. C'est comment être optimiste aujourd'hui, comment essayer de construire un futur meilleur malgré cette période qui est peu radieuse. Euh, il y a plusieurs choses qui m'interpellent toujours en tant qu'optimiste, c'est de regarder la réalité par des biais différents. Et il y a, par exemple, une chose qui est très importante pour moi en tant qu'escroc et en tant que magicien, c'est la notion du signal fort et du signal faible. Le magicien, on le sait très bien, par exemple, je vais vous faire un petit tour de magie vite fait, ça va encore J'osais mieux pas te le illustrer j'osais pas te demander. ce que je vais vous Attends, dire. je peux Tu voir vois, par ton exemple, je vais faire. t-shirt? Je peux voir ton t-shirt juste? c'est- Waouh. Ok, c'est bon, vas-y, fais le ton c'est- tour. Ouais, j'adore ce t-shirt parce que c'est la Joconde et évidemment de Pulp Fiction et donc Vincent Vega, enfin le personnage de Vincent Vega dans Pulp Fiction et je trouve la culture plus la Renaissance, je trouve ça assez intéressant. Par exemple, tiens, je vais prendre, là vraiment, je ne pensais pas faire de la magie, mais je vous le fais quand Je même. voulais Écoute, surtout je pas te m'éloigne. demander de faire un tour de magie, mais là, si tu y Non, vas mais de c'est toi-même. intéressant parce que en fait, ça illustre vraiment ce que je vais vous raconter. Ce bouchon-là, je vais le faire disparaître. Et je vais le faire disparaître à l'aide de ce stylo qui est ici. Et donc, vous vous concentrez ici sur le bouchon.
que je vous montre bien. Je ferme le point, je mets là, comme ça je reste bien au milieu de l'écran. On ne peut rien voir tout autour, je vais le faire disparaître à 3. 1, 2, 3. Et là, c'est le stylo qui a disparu et le bouchon est toujours là. Pourquoi? Parce que Bravo. vous aviez votre attention attirée vers le bouchon. Et en fait, le stylo, j'ai juste eu à le déposer ici, pendant que vous regardiez le bouchon. Maintenant, je recommence. 1, 2, 3. Et cette fois-ci, c'est le bouchon qui a disparu. Pourquoi? Parce que pendant que vous regardiez ici, j'avais tout le temps pour me débarrasser du bouchon. Et ça, c'est une technique qui s'appelle une technique de misdirection en magie et qui est basée sur un principe, c'est que on ne regarde que des signaux forts, on ne regarde que le spectaculaire, et donc tous les petits signaux de la vie nous échappent complètement. Donc, et on peut le retrouver dans la vie, on regarde les informations et on regarde les drames, et les drames deviennent le principe de notre réalité, alors qu'en réalité, la réalité, ça fait beaucoup de mots réalité, la réalité est beaucoup plus vaste que ça, elle est remplie de milliards de stimuli, de milliards d'informations, de milliards d'événements qui nous échappent complètement. Et donc, être optimiste, c'est déjà commencer à croire que il y a d'autres signaux que les signaux catastrophiques et à commencer à les regarder et à commencer à se dire, bah, tiens, est-ce que peut-être le rire de mon fils, il est aussi important que la news catastrophique sur la pandémie qui est en train de dépasser nos hôpitaux? Est-ce que la main sur l'épaule d'un ami qui me donne un coup de main pour m'en sortir parce qu'il n'y a plus de théâtre, les théâtres sont en train de fermer, etc., n'est pas aussi importante finalement qu'une mauvaise gestion? Et donc, c'est de remettre à son juste niveau tous les signaux du monde et d'essayer de trouver du souffle, de trouver de l'inspiration dans tous ces gestes du quotidien qui sont des gestes d'amour, des gestes d'amitié, des gestes de générosité, des gestes de l'humain et puis aussi du monde finalement, de la nature, des animaux, du monde, des biosphères qui nous entourent et qui quand même, elles, sont très généreuses avec nous et font attention à nous. Donc ça c'est un regard biaisé du magicien, c'est regarder déjà ce que les autres ne regardent pas. Regardez, en fait, quand moi je fais un grand mouvement, ben, le petit mouvement disparaît. Et c'est le principe même, le mot prestidigitation, qui est une escroquerie en tant que telle. Prestidigite, ça vient de presti, presto, la rapidité, digite des doigts. Et en fait, c'est déjà une arnaque, ce mot, parce que prestidigitation, nous les magiciens, on sait très bien qu'un mouvement rapide cache un mouvement lent. Là, par exemple, quand j'ai fait disparaître le stylo, et en fait, mon mouvement de bras était beaucoup plus important que le mouvement qui m'a permis de faire disparaître le bouchon. Et ça, c'est terrible parce que nous, les humains, nous ne voyons que les grands signaux, nous ne voyons que les signaux forts, nous ne voyons que les grands mouvements, nous ne voyons que le spectaculaire, et ça devient notre réalité, et tout nous échappe. Les mouvements lents nous échappent. Les mouvements lents de la société, par exemple, malheureusement, c'est en train de changer, mais l'extrême pauvreté, les 40 dernières années, a été divisée par deux. Donc les gens qui vivaient sous le seuil d'extrême pauvreté, par exemple, en 1800, il n'y avait que 9% de la population mondiale, on était 1 milliard, il n'y avait que 9% de la population mondiale qui vivait au-dessus du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, il y a 7% qui vivent en dessous. Donc, c'est-à-dire 93% qui vivent au-dessus. Et donc, cette courbe de disparition de l'extrême pauvreté, elle est gigantesque. Sauf que malheureusement, depuis 4-5 ans, on se rend compte que cette courbe est à la baisse. L'extrême pauvreté est en train de revenir. Et malheureusement, la pandémie est un facteur aggravant à l'apparition de l'extrême pauvreté. C'est-à-dire, c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que quand tu es français, bah, tu dis le pays va de plus en plus mal, mais quand tu es un Indien et un Chinois et que tu viens de rentrer dans la classe moyenne et que tu fais partie des 400 millions de personnes qui sont sorties de l'extrême pauvreté pour entrer dans une classe moyenne où ils ont de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi éduquer leurs enfants, bah, le monde va mieux. Donc il y a aussi, voilà, c'est ouvrir son regard, c'est ça c'est la première étape, je trouve. Quand, Allez, quand voilà un poteau. quand j'étais à l'école de journalisme, on nous disait le journal des bonnes nouvelles n'intéresse personne. Et Oui, c'est en vrai. fait, le système le système fonctionne sur l'émotion, et l'émotion principale qu'on a, qui est au fond de nous, c'est notre cerveau reptilien, c'est la peur. La peur. Donc, ce qui va faire qu'un personnage va gagner les élections, c'est pas l'enthousiasme, c'est la peur. Ce qui va faire que tu achètes un produit, c'est pas l'enthousiasme, c'est la peur. Et à la limite, tout ce qui est même artistique qui entretiendra la peur euh, aura plus d'impact que si on te montre
des gens heureux. En fait, les gens heureux, on s'en fout. Et puis, si on dit aux gens, écoutez, vous vivez de mieux en mieux, euh, les gens ne vont pas avoir envie de faire des efforts. Ils vont juste se dire, eh ben, le monde allant de mieux en mieux, il suffit que je me laisse porter par le système. Alors que si jamais on dit, écoutez, c'est la catastrophe, et si vous ne maniez pas les fesses, on est foutu, on va tous crever, évidemment, le mécanisme va mieux marcher. C'est notre cerveau reptilien, c'est celui qui avait peur d'être attaqué par des lions, c'est celui qui avait peur que la foudre s'abatte sur nous, c'est celui qui avait peur que la tribu d'à côté nous pète la gueule. Et on est resté tellement de centaines de milliers d'années à vivre dans la peur. Maintenant qu'on est dans des appartements confortables, protégés de la pluie, des lions, des loups, et maintenant qu'on est... Notre génération a la chance de ne pas avoir connu la Deuxième Guerre mondiale et de ne pas encore connaître la Troisième, donc on est dans une période de sérénité, eh bien, il faut malgré tout entretenir tout le monde sous tension, sous la peur, aussi pour pouvoir utiliser les gens. Quand les gens sont sous la peur, Absolument. on peut en faire ce qu'on veut. Et notamment, il suffit de voir aux actualités, chaque fois qu'il y a des actualités traumatisantes, on peut être sûr que les gens vont acheter des sucreries, vont se mettre à consommer plus, vont se mettre à manger plus, précisément pour pouvoir compenser. Je ne parle pas des médicaments des anxiolytiques et de tout ce qui nous permettrait tout ce qui nous permettrait qui est censé nous permettre de nous détendre. Mais comme tu sais, Eric, Donc, quelles sont les solutions? Et quelles sont les solutions ben, pour sortir de ces cercles vicieux de fonctionnement? alors, C'est ça la vraie déjà, question. prendre conscience qu'on vit mieux que nos parents et que nos grands-parents, ça, c'est déjà une prise de conscience, c'est-à-dire, déjà, comme tu disais tout à l'heure, apprécier ce qu'on a au lieu de vouloir à tout prix être rassuré, rassuré, rassuré tout le temps de attendez, ça va pas aller mal. C'est déjà bien qu'on ait tout ça, qu'on mange tous les jours, c'est une merveille. Comme tu sais, je m'amuse à aller de temps en temps faire du tourisme dans mes vies antérieures. Je peux te dire qu'avant, on se faisait chier, mais on se faisait chier. Déjà, il n'y avait pas de télé, les magiciens, t'en voyais pas beaucoup, il fallait aller à la foire. Ce qui était opération chirurgicale, c'était au marché, on attachait le type sans anesthésie, on lui coupait un morceau du corps. Les gens avaient tous les dents pourries, ils ne se lavaient pas, il n'y avait pas d'eau dans les maisons. En fait, on vit vraiment dans un confort. Si un homme du Moyen-Âge arrivait de nos jours, il se dirait, mais de quoi ils se plaignent? Ils ont tout, tout, tout en permanence. Bah oui. Et Ouais. pourtant, l'homme du Moyen-Âge est probablement plus heureux que nous. L'homme du Moyen-Âge, le peu qu'il a, il savait s'en contenter, alors que nous, tout ce qu'on a, on se dit, il nous manque toujours un truc. Et comme tu l'as dit, Mm. c'est peut-être juste une prise de conscience. Donc ça on peut le faire tous chez nous. On peut le faire à la seconde. On peut le faire, tiens, juste maintenant. On n'a pas besoin de préparation. On se dit, tiens, finalement, là, ici et maintenant, j'ai mangé à midi. Il n'y a pas la guerre. A priori, on n'est pas tous malades. Il y a malgré tout qu'une minorité de personnes qui sont touchées par le Covid. Et c'est peut-être pas si mal d'être là, ici et maintenant, en train déjà de regarder cette émission, ça veut dire qu'on a du temps et qu'en plus on a au moins un ordinateur ou en tout cas on a accès aux nouvelles technologies. Et un temps pour réfléchir, ce qui est le luxe absolu. Mais on vit dans un monde magique, hein. Moi qui suis magicien, je te dis, on vit dans un monde magique puisque l'eau arrive directement dans notre robinet, l'électricité est là, le chauffage est là. Tout nous paraît évident, la nourriture est en bas de la rue. C'est vrai qu'on vit dans un monde magique et on ne se rend pas compte de ce que veut dire tout le trucage qu'il y a derrière. Je te parle, j'utilise le lexique du magicien. Derrière, il y a une mise en œuvre technique, humaine, qui a aussi un coût. Et là, c'est les grands défis qui sont à relever pour moi de la part de l'humanité. C'est comment réduire ces coûts pour qu'il y ait un bon rapport entre le coût que notre vie et notre confort a sur la planète et sur la vie de manière générale et le confort de nos vies. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé, c'est un peu inspiré de Platon, c'est inspiré de plusieurs philosophes, vous allez en reconnaître une partie. C'est ces trois mots, c'est le bon, le beau et le vrai. Le beau, je vais commencer par le beau, c'est ce qui est attaché au jeu, c'est-à-dire c'est de créer quelque chose qui soit beau et qui te plaise, qui te fasse du bien et qui a une harmonie esthétique dans le monde. Le bon, c'est en plus de ça être tourné vers l'autre, c'est-à-dire que ce que tu crées, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, en plus de te faire du beau à toi, fait du bon autour de toi. Ça peut être l'autre humain, mais ça peut être aussi l'autre planète, l'autre animal, l'autre voilà. Et le vrai, c'est le principe de réalité, c'est-à-dire tu construis une œuvre, par exemple, tu construis un pont.
bah, ton pont, il doit être dans un principe de réalité vis-à-vis des lois physiques. Et on espère qu'il ne va pas se péter la gueule comme plusieurs ponts se sont pétés la gueule en Italie il y a peu. Donc, tu appliques à ta vie, à chacun des moments, le fait de dire est-ce que c'est beau? Est-ce que mon jeu est heureux? Est-ce que c'est bon pour mon environnement, direct et indirect? Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça suit des principes de réalité? Est-ce que ça n'est pas en train de détruire, de péter? Est-ce que ça va se casser dans un instant? Est-ce que ça va faire du mal à moyen terme, à long terme, etc. Et pour moi, il y a, dans ces trois valeurs-là, tu peux résumer toute une action. C'est-à-dire, par exemple, notre argent, il est complètement dématérialisé. C'est-à-dire, la valeur d'un euro, elle est basée sur rien. Elle est basée juste sur la valeur qu'une banque dit qu'un euro vaut, et c'est notre monnaie d'échange. Mais si tout d'un coup, on imaginait une monnaie qui était basée sur des valeurs humanistes, du bon, du beau et du vrai. C'est-à-dire, tu fais du bon, tu obtiens du bon, tu fais du beau, tu obtiens du beau, tu fais du vrai. Et si la valeur, elle avait, si ce qu'on échangeait avait une valeur qui est une valeur intrinsèque humaine sur un plan, je dirais, sur un plan émotionnel, sur un plan mental, sur un plan psychique, sur un plan intellectuel, sur un plan physique. Donc c'est un petit peu comme ça maintenant que j'essaye d'écrire et de créer et de penser. Je me dis, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est vrai? Puis après, j'essaye aussi de dire, est-ce que c'est original? Est-ce que ça n'a jamais été fait, jamais été dit, jamais pensé? Est-ce que c'est unique? Euh, est-ce que c'est surprenant? Enfin, il y a plein d'autres questions que je me pose après. Mais déjà, Mais ces trois-là sont importantes. Mais déjà, pour arriver à appliquer ça dans sa vraie vie, ça veut dire qu'on a été éduqué pour pouvoir apprécier le beau, le vrai je sais plus, Et le et bon. le bon. Le bon. Le bon. Parce que tout se joue à l'école. C'est déjà les valeurs qu'on nous apprend à l'école. À l'école, on nous apprend à surtout nous insérer dans le système économique. On nous apprend à ne pas être au chômage, à entrer dans l'entreprise. On ne nous apprend pas ces valeurs-là. Donc, ce que tu es en train d'évoquer, c'est une nouvelle humanité dans laquelle on repart sur d'autres bases. Ce qui veut dire que aussi, on arrive à quelque part sécuriser les gens en leur disant vous allez manquer de rien, donc vous pouvez maintenant changer de valeur. Vous n'avez pas besoin d'accumuler des produits de consommation chez vous. C'est pas ça qui va vous rendre heureux. Par contre, si vous commencez à avoir une éthique ou en tout cas une forme de spiritualité, vous allez trouver une autre forme de bonheur. Mais ça, pour l'instant, c'est pas ce qui est enseigné le plus dans le monde. Mais tu parles de la chose qui me touche le plus, c'est-à-dire je me demande toujours si les enfants que je fréquente quand je fais mes spectacles sont heureux de passer un moment avec moi, et je me demande surtout si l'enfant que j'ai été serait fier, heureux, s'amuserait de passer un moment avec l'adulte que je suis devenu. Et quand je pense à l'école, pour moi, était un vrai traumatisme. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, à l'âge de 7 ans, j'ai reçu un carnet scolaire où il y avait écrit très bon élève, mais complètement antiscolaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire antiscolaire? Et en fait, ma mère m'a expliqué plus tard, elle m'a dit, mais c'est parce qu'en fait, tu répondais à toutes les questions, mais jamais avec la méthode qu'il t'avait proposée. Tu trouvais ta propre méthode pour répondre. Et l'école, à un moment, je me suis senti débile à l'école, mais vraiment débile. C'est-à-dire que j'ai redoublé une classe en sixième et je me suis senti bête. Il m'a fallu des années pour me déconstruire et déconstruire cette image que m'avait imposée l'école, qui est tu n'es pas intelligent, tu n'es pas malin, tu vois, etc. Et puis, évidemment, des années plus tard, ben, j'ai fait des psychanalyses, tout ça, et puis j'ai fait des tests, je me suis rendu compte que j'étais au potentiel, et puis finalement, mon métier a été un succès important. Et c'est vrai que ces moules scolaires sont des moules qui ont tendance à détruire tous les extrêmes, ceux qui ne sont pas dans des normes. Et donc, l'école normalise. Et à mon avis, à l'école, il y a des soucis énormes. Par exemple, on n'apprend pas les valeurs du bon, du beau, du vrai, donc de faire du bien à l'autre, c'est quand même un truc qu'on devrait apprendre, mais on n'apprend pas non plus à aimer. On n'apprend pas les choses qui nous font le plus souffrir toute nos vies. C'est l'amour. C'est une des choses qui nous fait le plus courir, souffrir, bouger, construire, détruire, crier, tuer. C'est l'amour. Personne à l'école, à un moment, te dit qu'est-ce que c'est aimer, qu'est-ce que c'est se marier, qu'est-ce que c'est faire un enfant, qu'est-ce que c'est tout ça c'est la base même de notre humanité. On n'apprend pas ce genre de choses. On n'apprend pas que la différence est notre richesse. On n'apprend pas qu'à un problème, il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions au même problème. Et
c'est un vrai questionnement artistique que beaucoup d'artistes se posent quand ils remettent en question le modèle dans lequel ils sont malheureux et qu'ils commencent à créer leur propre modèle de société et de monde. Donc c'est vrai que l'école J'ai j'ai quand est le sujet. j'ai quand même envie de te demander, est-ce que tu crois qu'il faut avoir, j'allais presque dire, quelque chose à régler avec son passé pour être créatif? Est-ce qu'il faut avoir souffert pour pouvoir être motivé pour faire changer les choses? En tout cas, je constate une chose, c'est que la règle absolue chez les humoristes, dans une des classes dont je fais partie, ont tous un problème avec les parents. Tous, avec un ou l'autre. Mais tous. Et un traumatisme assez important. Moi y compris, aussi bien avec mon père qu'avec ma mère. Donc il y a une souffrance évidente. Et puis, chez les artistes, il y a très, très souvent un appel d'amour, mais énormissime, qui est souvent issu d'un manque. C'est un peu de la psychologie de bazar, ce que je suis en train de faire, mais quand même, je le constate très régulièrement. Et la plupart des artistes, lorsqu'ils ont un succès, les artistes populaires, se rendent compte que malgré le succès, ce puits sans fond et cette faille terrible qui est la leur ne se répare pas et ne se remplit pas. Et là, c'est le moment où les artistes font des déprimes et pire. Et ça, je le constate aussi malheureusement extrêmement souvent. Et souvent, ils pètent des plombs, ils deviennent extrêmement égotiques parce qu'ils se rendent compte que ça ne sert à rien. Que malgré le succès, malgré l'amour décuplé, des milliers de personnes qui viennent les voir, qui achètent leurs livres, qui leur disent qu'ils sont merveilleux, ben, ça ne change pas leur mal-être. Et ça, c'est un vrai, vrai problème pour beaucoup d'artistes. Ça me fait penser à un livre qui s'appelle Notre besoin de rassurement est incommensurable. C'est un livre d'un Norvégien. T'as entendu parler de ça, non? Et c'est un livre norvégien. C'est un tout petit livre. Il doit faire 60 pages. Et à la fin, où il a expliqué que quoi qu'il arrive, de toute façon, il ne pourra jamais être rassuré. Eh ben, il s'est suicidé. Je me suis dit, voilà un artiste qui est allé un peu trop loin dans la compréhension, dans la recherche de la sagesse. Il y a un moment quand même, au-delà de toutes les douleurs, tous les problèmes avec les parents, il faut se dire, voilà, c'est mes cartes. Maintenant, il faut que je joue la partie avec ces cartes. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, quels que soient nos parents, eh ben, c'est des parents qui vont convenir. Et il faut déjà leur pardonner, quoi qu'ils aient fait, et se pardonner à soi de ne pas leur avoir pardonné plus tôt. En tout cas, c'est un des messages que j'ai d'abord écrit dans l'Empire des Anges, et après, je l'ai compris par la suite. En fait, nos parents, c'est comme dans un jeu de poker, tu ne peux pas réclamer d'avoir quatre as, d'être le fils d'un royaume, d'être riche, d'être beau, d'avoir tous les talents. Il y a un moment, tu as forcément des cartes qui sont arrivées comme ça. Et moi, je pense toujours à Charlie Chaplin, qui est parti, selon moi, avec les pires cartes. Il avait une mère schizophrène, alcoolique, son père l'avait abandonné, sa mère, elle était à l'asile de fous et l'a éduqué dans la rue. Et le type, il termine à VV dans une maison extraordinaire avec une dizaine d'enfants, une femme un peu trop jeune pour lui, je crois qu'il avait 40 ans de moins que lui, et, surtout un type reconnu dans le monde entier comme l'un des esprits les plus brillants de son époque. Et si Charlie Chaplin arrive à réussir, ça veut dire qu'il y a toujours un chemin. Et l'un des grands dangers est de rentrer dans la plainte. C'est vrai que moi aussi, je connais des humoristes qui sont parfois très tristes et qu'il faut tout le temps rassurer. Et d'ailleurs, c'est souvent les plus drôles. C'est-à-dire quand ils sont vraiment désespérés, ça rend très très bien à l'écran. Et il vaut mieux par moment ne pas les connaître dans le privé. Mais c'est grâce à ça aussi qu'ils ont émergé. Sinon, ils auraient peut-être des vies banales et inintéressantes. Mais moi, je crois Et que toi, tu toutes les trouves vies que sont chez les parfaites. auteurs aussi, tu trouves aussi chez les auteurs, il y a un besoin de souffrance absolue pour faire un succès chez un auteur? Alors, j'entends beaucoup ce raisonnement-là. Et personnellement, moi, je crie dans la joie et je m'amuse. Pour moi, écrire est une forme de capacité avec mon imaginaire à me faire plaisir. Donc, même sur une île déserte, tout seul, sans lecteur et sans éditeur, j'écrirai parce que c'est ça qui m'amuse. Comme une abeille fait du miel, sans se demander est-ce que ça va être vendu sur le marché. Je pense que toi aussi, tu prends un plaisir à créer au-delà de tout le marché. Et c'est ce qui fait que, je crois que c'est ce qui fait les vrais artistes.
C'est ceux qui ne font pas ça que pour la célébrité et la richesse, mais qui le font parce que c'est naturel. Non? Non, mais oui, mais c'est-à-dire, il y a deux choses. C'est-à-dire que si tu me dis, tu m'envoies sur une île déserte, de quoi j'ai besoin? Tu feras rire Je les dis, j'ai besoin singes, d'au moins tu leur feras des tours de de moins magie. un, non, mais au moins un spectateur, parce que sinon la magie n'existe pas, quoi. Mais c'est pas dans une envie d'être connu ou dans une envie d'un succès ou dans une envie de richesse. Moi, mon envie artistique, elle est une envie de créateur. Elle a envie de créer des œuvres et de créer des émotions et des moments que les gens vont apprécier, avec lesquels ils vont vibrer, qui va switcher des petites choses chez eux, des micro-mouvements qui vont tout d'un coup dire, mais j'ai toujours un sous-titre que j'avais dans mes premiers spectacles, que je me notais intérieurement, c'était orgasme festif. Je me disais, il faut que les gens sortent de mes spectacles avec une envie de fêter la vie. Et que si je convainc les gens de ça, j'ai rempli mon contrat et ma mission ici. Et donc, c'est ça ma mission. Je suis ravi de le faire à des milliers, voire des millions de personnes. Je suis très content. C'est génial. Voilà, mon appart est plus grand et c'est génial. Mais c'est pas ça ce qui m'a rendu heureux. Ce qui me rend heureux, c'est déjà juste quand j'ai commencé à vivre de ce métier et à me dire, je ne peux faire que ça. Mais je crois que J'étais tellement heureux, la tellement heureux. Téléthon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu Non, dis? non, non, je te laissais terminer, je disais Téléthon. Oui, ouais, c'était vraiment ça mon bonheur. Et puis ce que je trouvais très très beau, c'était les retours des premiers spectateurs. Des gens par exemple, dans mon premier spectacle, je faisais un sketch sur la mort et un de mes meilleurs amis qui était décédé, dont j'avais trouvé le cadavre, et je faisais voler une table volante avec des cendres de cet ami dedans, et je jetais les cendres du mec décédé sur les gens. Et ce numéro, et il trouvait l'amour après la mort, puisque la femme qu'il aimait venait le visiter au cimetière et lui laissait des fleurs et tout. Et ce numéro qui est évidemment cette fin comme ça, ce couperet pour nous tous de la mort et ce rire qu'on a sur ça, je vois les retours de mes premiers spectateurs sur cette écriture-là, c'était ma joie, c'était beaucoup plus ma joie que mon compte en banque, évidemment, qui d'ailleurs n'était pas très plein à l'époque. Et qui a tendance à vraiment se vider aujourd'hui alors on ne peut plus jouer dans les théâtres. Donc, voilà. Mais Mais on trouvera le bonheur ailleurs. je crois que tu vas faire aussi une nouvelle forme de spectacle. Oui, Tu es en train de oui, je suis chercher en train de réfléchir. Ouais, une ouais, manière de ouais. Je pense t'adapter que aux circonstances. ouais, parce que ce qui est intéressant avec l'outil magique, c'est qu'il y a une interaction même au-delà des écrans. Et ce que je crois, c'est que je peux faire en sorte que les gens me fassent de la magie au travers des écrans, que moi je leur en fasse évidemment, mais qu'ils puissent s'en faire les uns aux autres avec moi comme intermédiaire et même qu'on puisse en vivre tous ensemble à des milliers. Donc je pense que cet outil digital, il va être intéressant en termes de créativité. Je suis en train de travailler là-dessus pour essayer de faire en sorte que les gens partagent de nouveau de l'émotion et du live avec cet outil en confinement. Ça devrait être au point quand, à peu près? Je pense que d'ici 2-3 semaines, j'aurai fini. Je vais lancer les premières choses, les premiers spectacles d'ici quelques semaines. Vraiment 2-3 semaines maximum. Je trouve quand même très intéressant que tu aies rappelé que la fonction de l'art, c'est quand même d'apporter de la joie à ceux qui le reçoivent, parce que la période est un peu, je trouve, doux amère, ou un peu aigre. On a l'impression qu'il y a un retour du cynisme, il y a un retour de tout ce qui est un peu angoissant. Et le combat pour rappeler aux gens qu'on n'est pas là pour être malheureux, ni pour tout le temps avoir peur, m'a pas l'air du tout gagné, et ça mérite d'être rappelé. Notre fonction, c'est de faire, comme toi, je crois, faire rire les enfants, parce que je crois que tu as été élu le présentateur qui plaît le plus aux enfants. C'est peut-être pas aussi un hasard, Oui, parce que tu es dans une émotion de base, tu n'es pas dans justement ce côté que j'évoquais de cynisme à tout prix. Et je crois qu'au final, c'est payant, parce que les enfants, eux, ils sont pas dans l'interprétation et les systèmes, c'est le vrai public direct, c'est ça? bah, nous on dit au théâtre c'est le meilleur et le pire, parce que c'est le meilleur parce que ils n'hésiteront pas une seconde à te faire sentir ce qu'ils sentent immédiatement, sans second degré, sans politesse, sans rien. Donc tu sais vraiment, tu reconnais la qualité de ton travail dans les yeux d'un enfant dans une immédiateté totale. Et en même temps, c'est aussi le pire parce que l'enfant devient très vite un adolescent qui déteste tout ce qu'il a aimé quand il était enfant. Donc c'est le public le plus versatile.
Mais moi, j'aime bien écrire pour tous les âges. J'aime bien, justement, quand je transforme la Bible en Coran, le Coran en Torah, j'aime bien voir la réaction des adultes parce qu'il y a du sens. Et puis j'aime bien voir la réaction des enfants parce qu'il y a de la magie. Donc, c'est ça qui me plaît. J'aime bien faire une vanne où il y a 3 degrés et il y a une réaction, un prout, un truc très basique que les enfants vont adorer. Puis derrière, il y a une référence à Sade et une référence à Lacan. Et donc c'est ça qui est assez joyeux aussi dans l'écriture. Et c'est là où je trouve ma joie dans l'écriture. C'est quand tout d'un coup, je trouve, tu as raison, le plaisir de cette construction-là, de dire, oh, mais mon plaisir, en réalité, c'est d'imaginer la réaction que vont avoir les gens. Donc, et pour te dire la vérité, en écriture, je suis aussi très souvent dans la souffrance parce que je suis très souvent dans le doute. Là, je passe des heures et des heures à écrire seul. Et puis, il y a un moment, je suis en train de remettre en question tout ce que je viens d'écrire et j'ai besoin de piliers, j'ai besoin de baromètres que sont mes proches, que sont mes collaborateurs pour leur dire, voilà ce que j'ai écrit aujourd'hui, voilà ce que j'ai écrit cette semaine, qu'est-ce que vous en pensez, leur retour, les écouter écrire seul, pour moi, c'est une torture absolue. J'ai vraiment besoin de l'autre et de la discussion. Oui, c'est marrant parce que, en fait, quand tu es sur scène, tu as plein d'autres autour de toi. Et quand tu écris, tu es seul. Et c'est marrant parce que moi, quand j'écris, je suis très content, mais tout seul, en fait. Mais quand je suis sur scène, je m'aperçois qu'il y a une dimension qui manquait. Et je saisis le plaisir que tu dois avoir. Tu as la chance d'avoir des très vastes auditoires. Moi, j'ai une petite salle de 200 qui déjà m'apporte du plaisir aux trois beautés. Mais Je toi, t'ai vu, je t'ai vu mais toi, à plusieurs mais reprises toi, sur tu as les des scènes. salles de milliers de personnes. Et je pense que l'égrégore, l'énergie que dégage une salle de 1000 personnes, ça doit faire un truc au cœur terrible. Et je pense même que ça va être une drogue. C'est pour ça que certains, ça leur monte à la tête. Parce qu'après, quand ça s'arrête, ils se retrouvent perdus. Donc, il est important d'essayer de fonctionner sur deux modes, le mode perso et le mode collectif. Et, ça, je crois que ça fait partie de nos recherches communes. C'est essayer Ouais, de se mais trouver et de trouver les autres. j'ai un copain auteur qui me disait les artistes les divisent les êtres sont divisés sur les catégories verticales et horizontales. Il y a des hyper verticaux et des hyper horizontaux et la société malheureusement va de plus en plus vers l'horizontale, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de verticalité, il y a de moins en moins d'inspiration et de gens inspirants. Et il me disait que le drame, selon lui, des auteurs aujourd'hui, c'est qu'il manque terriblement de verticalité, de bonheur avec eux-mêmes dans la solitude, que ce deviennent de plus en plus des bêtes de foire, de communication, Mm. et qu'ils ont besoin d'être de plus en plus dans l'échange avec les autres, sur les réseaux, à la télé, tout ça, pour vendre des livres, et que c'est tout un temps perdu pour la création de leur œuvre personnelle. Et bon, c'était son point de vue, mais ça m'a intéressé, cette notion de verticalité et d'horizontalité. Je ne partage pas ce point de vue, mais je partage ces deux notions-là, c'est-à-dire ce moment où on est à, à quel point parfois l'hyper-horizontalité de cette société nous empêche de connecter avec notre verticalité. Le fait d'être, moi qui suis un performeur, je pense que je suis d'abord un performeur puis un auteur, euh, euh, d'être un performeur et d'avoir cette envie de partager, d'être avec les autres, d'échanger et d'en avoir terriblement besoin par moment, dans des périodes comme celles qu'on vit, bah, c'est difficile parce que ma verticalité a tendance à me faire de plus en plus souffrir parce qu'elle devient une obligation. Et l'équilibre entre vertical et horizontal ne se fait plus. Donc ça, c'est pour ça qu'à un moment avec toi aujourd'hui, c'est sympa, ça fait du bien de parler à un copain. Mais moi, je suis fan des magiciens. Je trouve que vous êtes des artistes Je sais. absolus et je considère qu'un bon roman, c'est un tour de magie. Et d'ailleurs, j'utilise dans mes masterclass, je leur dis, regardez les tours de magie. C'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le principe de la diversion. À savoir que tu mets une fausse piste et après, hop, au dernier moment, tu ressors le lapin du chapeau. Et ça, cette politesse-là, qui est de divertir puis de surprendre, je trouve que c'est la base même de ce métier. Et si on n'arrive pas à surprendre, ben, il faut faire autre chose. Si on n'est pas capable de désappointer un peu le public, il faut laisser tomber. Et moi, je me rappelle sur le troisième de Nous les dieux, qui était le mystère des dieux, j'arrivais pas à sortir parce que je bouclais juste mes histoires, mais j'avais pas le lapin qui sort du chapeau. Et il m'a fallu prendre un an de plus pour découvrir
un mécanisme interactif avec le lecteur qui est finalement la manière de traverser le livre pour pouvoir sortir de l'objet et toucher le lecteur. Mais je vais te poser une question. Je pense que tu as eu des maîtres en magie. Et pour toi, quel est le magicien qui, un peu comme ce que tu as dit, fait le mieux la relation entre la spiritualité, voire la philosophie, et le métier de magicien? Alors, je te dirais, j'ai eu un exemple qui n'était pas... ceux qui m'ont le plus inspiré, qui, eux, ont un point de vue, je trouve, social, politique et magique. Donc, on ne parle pas de spiritualité, on parle vraiment d'un point de vue... Ils s'intègrent vraiment dans la société. C'est un duo qui s'appelle Penn and Teller et qui est Oui, américain et qui m'ont inspiré énormément. Et Penn and Teller, ils sont capables de brûler le drapeau américain, qui est interdit par la loi, puis ensuite le reconstituer, de voir ce que ça raconte, d'imprimer sur une plaque en métal le Bill of Rights, donc la Déclaration des droits de l'homme américaine. Et à chaque fois qu'ils passent un portique de sécurité, donc ils rendent leur déclaration, parce que c'est sur du métal, ils n'ont pas le droit de la posséder. Donc ils sont capables de raconter quelque chose de politique et de social en faisant un tour de magie. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort, extrêmement inspirant quand je les ai vus. Et en même temps, ils sont capables de poésie. C'est-à-dire que les grands tours de Penn, de Teller, pardon, c'est une rose dont l'ombre est projetée sur un panneau blanc, et l'ombre de son scalpel coupe l'ombre de la rose, et ce qui se passe sur l'ombre réagit sur la matière. Et il est capable, comme ça, d'une poésie, euh, je dirais, hyper touchante et pourtant très minimaliste, et tout d'un coup d'avoir un point de vue social. Donc eux m'ont inspiré comme aucun autre ne m'a inspiré. Euh, Après, j'ai été inspiré par Copperfield, dont on connaît qu'une seule petite partie du spectacle, du travail en France, qui est un inventeur, qui a vraiment créé une écriture magique de show. C'est-à-dire, il était capable d'avoir un rire, puis un autre rire, puis un effet magique très fort, puis un autre rire. Et il y avait vraiment quelque chose de très américain dans cette écriture qui m'a vraiment beaucoup interpellé. Et, euh, et en France, il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Gaëtan Bloom. Gaëtan Bloom, qui est un comédien là-bas, qui jouait dans les Soudoués, qui est un comédien et un magicien et un vrai inventeur. Il faisait des trucs complètement délirants. Il faisait disparaître une petite balle d'un chapeau énorme à arriver dans un autre chapeau. Et il enlevait tout. Et dessous, sous ces chapeaux, il y avait des trous. Et il y avait un train qui amenait la balle à une pelleteuse, qui amenait la balle à une grue. Et donc, il expliquait les trucs. C'était complètement absurde. Et ça me plaisait beaucoup. Les mécanismes du monde, les mécanismes secrets expliqués sans vraiment les expliquer. Et c'est des modes d'écriture qui m'ont beaucoup plu. Mais maintenant, là, on parle de magiciens prestidigitateurs, c'est-à-dire de gens qui utilisent un trucage, qui utilisent un secret. Et le secret, c'est pas la même chose que le mystère, c'est pas la même chose que la magie. La magie, c'est autre chose. Pour moi, la magie, mes maîtres de magie ne sont pas des illusionnistes, ne sont pas des prestidigitateurs. Mes maîtres de magie sont parfois un auteur, sont parfois un philosophe, sont parfois un saint, un religieux. Donc, je trouve que, ou parfois juste la vie. Je crois qu'on a déjà parlé de synchronicité tous les deux. La synchronicité, je suis très touché par ça. Ces deux actions, donc c'est Jung, pardon, qui définit ça, qui dit c'est que peut-être que l'être humain amène à lui des événements qui vont déclencher sa guérison ou qui vont lui permettre d'avancer spirituellement. Et il raconte ça dans un de ses livres, sur un cas d'une patiente qui rêve un scarabée doré qui correspond en fait à un traumatisme de son enfance. Et le jour où la première fois elle en parle, la fenêtre du cabinet de Jung est ouverte et le scarabée rentre et se pose sur la patiente, qui déclenche chez elle une émotion, quasiment une crise d'hystérie, et qui est le démarrage de sa guérison et de sa thérapie. Et il regarde, il fait une petite recherche entomologique, il se demande si ces scarabées existent dans sa région. Il se rend compte qu'il n'y a aucune trace de ces scarabées à plusieurs milliers de kilomètres de sa région. Donc, il dit, mais comment c'est possible que ce truc soit arrivé là? Et il définit la synchronicité comme un hasard mathématique, statistique qui arrive et qui va déclencher chez quelqu'un du sens. Moi, il m'est arrivé plein de choses dans la vie de cet ordre-là, de l'ordre et qui ont déclenché du sens. Au moment de la première fois, j'étais sur la tombe de ma maman qui s'appelait Françoise, en 2009. Euh, je reçois le coup de fil de Françoise Coquet, la productrice de Michel Drucker.
qui me dit on aimerait t'essayer. Et elle me dit allô, c'est Françoise. Et je ne veux bien sûr pas décrocher, je suis en train de chialer ma race, mais c'est comme si j'entends une voix, vas-y décroche, et le premier mot c'est allô, c'est Françoise, sur la tombe de ma maman Françoise. Donc tout d'un coup, il y a des synchronicités comme ça, mais tu sais que tu penses à quelqu'un que tu aimes, et puis la personne t'appelle. Et tu dis, ah, c'est génial, c'est la femme de ma vie. Et puis, 20 ans plus tard, tu te rends compte que non. Mais, 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 en fait, on a plein de synchronicités comme ça, mais par exemple, sur le coup du téléphone, c'est statistique. Combien de fois par jour tu penses à la personne que tu aimes? À un moment, elle va t'appeler au moment où tu penses à elle. Combien de fois par jour tu penses à elle? Elle ne t'appelle pas. Combien de fois tu ne penses pas à elle et elle t'appelle quand même pour te saouler, tu vois? Donc il y a aussi, ça c'est le point de vue du magicien qui me fait rire, c'est de la recherche du truc. Donc il y a des trucs et c'est très rare qu'en tant que magicien, je me trouve truc. Et parfois, je ne fais pas appel à des magiciens, je fais appel à un physicien, je fais appel à un ingénieur, je fais appel à un mathématicien qui m'explique le truc, qui m'explique la technique. Je dis truc, mais ce n'est pas un truc, la technique, l'ingénierie, etc. Et donc, c'est très difficile de croire à la magie quand tu es magicien. Très, 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 très difficile. Et pourtant, je constate qu'il y a de l'extraordinaire autour de moi. Il y a de la synchronicité, il y a des signaux faibles qui sont intéressants. Et ça, cette magie-là, je dirais que mon maître de cette magie-là, c'est la vie. Voilà. Je lis les messages en même temps parce qu'il y a plein de messages qui tombent. D'abord, quelqu'un qui évoque le fait, du coup, j'ai pas pu retenir tous les noms, mais euh, est-ce que la magie, c'est un rapport avec l'âme qui agit? Me demande, je ne sais plus qui. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un pur jeu de mots ou est-ce que C'est c'est le langage joli, des oiseaux? c'est un peu, bah oui, c'est un peu le langage des oiseaux. Ça fait partie du langage. C'est une vraie traduction en langage des oiseaux, la magie. Oui, absolument. Bon, et alors, Oui, donc, moi j'ai toujours trouvé ce jeu de mots assez joli. Ça fait des années que j'avais trouvé ce jeu de mots, mais que d'autres avaient déjà trouvé avant moi, etc. Non, mais oui, je trouve que c'est joli, ouais. Très joli. et là, je vois Merci de me l'avoir rappelé. dans les messages, il y a merci de parler de synchronicité. Nous adorons la synchronicité. La synchronicité, c'est notre truc. La vie est pleine de synchronicité. Je crois que le mot synchronicité, ça a l'air d'avoir fait tilt. Bah, écoute, c'est le thème de mon spectacle digital. Je suis en train de travailler là-dessus, sur le thème de mon spectacle digital, justement des synchronicités entre les gens, même s'ils sont éloignés, même s'ils ne sont pas ensemble. Alors, écoute, en tout cas, ce que je vois dans les messages, c'est qu'ils ont fait des liens avec tous les magiciens que tu as cités. Donc, du coup, il n'y a plus Mm. qu'à cliquer dans les messages qui sont apparus. Là, on est 792. Je crois qu'à un moment, on était 900 et des poussières quand tu as commencé à parler de la beauté et tout ça. Euh, on va clore ce premier contact maintenant parce que je crois que tu as aussi beaucoup d'activités. Je te remercie d'avoir mis cette Ouais. petite parenthèse dans ta soirée du jeudi pour qu'on innove sur ce nouveau rendez-vous. Euh, Est-ce que juste, Avec plaisir, Bernard. j'ai deux questions Avec à te grand plaisir. poser. La première, qu'est-ce que tu as découvert comme série, comme film ou comme livre récemment qui t'a particulièrement inspiré? Alors, sur la synchronicité, il y a une série fantastique sur Netflix qui s'appelle Dirk Gently. Dirk comme Richard Dirk, D-I-R-C-K, et Gently comme doux, G-E-N-T-L-Y. Et c'est un détective holistique. C'est-à-dire, il ne suit aucune preuve, aucune trace, aucune déduction logique. Il se laisse juste porter par la synchronicité de la vie et par. C'est tellement drôle, complètement absurde, mais attention, c'est quand même assez violent. Donc, c'est pas à mettre entre les mains des enfants, mais moi, ça me fait beaucoup rire. Il y a 2 ou 3 saisons, je ne sais plus. Et donc ça, si on parle de synchronicité, c'est ça. Les dernières choses qui m'ont touché, c'est dans ma quête de véganisme, dans les choses comme ça. C'est des documentaires aussi, par exemple, Cowspiracy, que je trouve vraiment très intéressant, qu'on peut trouver gratuitement sur YouTube, qu'on peut trouver aussi, je pense, sur Netflix, sur plusieurs plateformes. C'est comme les vaches, Cowspiracy, la conspiration autour finalement du carnivore. Et je le trouve hyper intéressant. J'ai vu ça il y a 2 ans et ça me parle encore aujourd'hui. C'est-à-dire les chiffres, ce que ça veut dire pour la planète. Je pense que, tu vois, s'il y a des solutions aujourd'hui pour la planète, si on devenait végétarien, si ne serait-ce on devenait que flexitarien, si on mangeait beaucoup moins de viande, si on faisait attention à ça, on sauverait
la planète. Voilà, ça serait une solution. On devient végétarien, la planète est sauvée. Donc, Tu prêches un convaincu. c'est pas difficile. Pas difficile de sauver la planète. Bah déjà, il faut y aller doucement. La plupart des gens ont l'impression que soit tu es vegan, soit tu es carnivore. Il y a quand même des voies intermédiaires, c'est pas noir ou Non, blanc. On ben peut oui, réduire sa absolument. consommation de viande. En manger 2 fois par semaine, ça le fait très bien. On n'est pas besoin d'en manger tous les soirs, et Absolument. matin, midi, soir. De toute façon, c'est pas bon pour les reins. Mais là, on va rentrer Mm. dans Oui, un autre c'est débat. un autre débat. Alors Mais disons juste, que déjà, si vous avez envie de rire, regardez Doc Gently. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu de beau ces derniers temps? Ah ouais, je pleure tous les soirs en regardant This Is Us. Voilà. ah ouais, This Is Us, c'est... je suis pas arrivé Ah, à je rentrer chiale les dedans. marasmes. Ça vaut le coup Ah de ben, je suis s'accrocher. chialé. Je ne sais pas, mais je pense que c'est très personnel. Je pense que chaque personnage, c'est une partie de moi. Donc, chaque fois, chaque série, je chiale ma race. Qu'est-ce qui m'a transporté? J'ai trouvé très intelligente une série qui s'appelle Le Prophète. Je crois que ça s'appelait Le Prophète. Si, Le le Messia. Messia. Messia, c'était assez intelligent parce qu'il y a encore beaucoup de choses, évidemment, du point de vue de l'illusion. Est-ce que ce Messie est un vrai Messie ou pas? Est-ce que c'est truqué? Est-ce que c'est construit? J'ai trouvé qu'en termes géopolitiques, entre Israël, Palestine, les États-Unis, l'Europe, ce que ça voulait dire, j'ai trouvé ça assez brillant en écriture. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Voilà, le petit dernier truc. Mais toi, tu m'as dit que c'est le jeu de dames qu'il faut que je voie, Oui, là. je viens de le C'est finir ça? et justement, je cherchais une autre série. C'est aussi pour ça que je t'en parlais. Parce que chaque confinement, et moi, je dépends de la qualité des séries que je regarde. J'avais bien aimé Tiger King qui m'avait énormément amusé. Oh là là, moi aussi. Moi aussi. Euh, Puis là, j'ai essayé La Famille Watts. Là, tu sais, c'est étonnant parce que en fait, c'est que d'après les caméras qui filment chez les gens. Donc, c'est que les vidéosurveillances qui permettent de faire un documentaire entier visiblement sur une scène de crime. Et puis voilà, mais Ah là, tu viens ouais. de m'indiquer la série que je vais démarrer dès ce soir. Je Doug t'en Gently, c'est remercie. très drôle et en très très bonne série. Il y a Ozark aussi que j'ai trouvé vraiment. J'ai trouvé en dessous de Breaking Bad. C'est une S'il n'y série avait sur pas eu, s'il y avait pas comptable eu Breaking et qui en Bad, réalité est un blanchisseur d'un cartel de drogue. Et ah, ah ouais. je crois que c'est l'heure Et pour que dans tu ailles la dîner. bien et dans un truc. Ouais, mais c'est surtout, je vais te dire un dernier truc, parce que dans les séries qui font du bien, ça fait du bien, un truc qui fait juste du bien, il y a l'humanisme, où on voit quelqu'un de gentil qui fait du bien aux autres. Il y a une série sur Apple qui s'appelle Ted Lasso. C'est un coach de football américain qui vient entraîner une équipe de football, de soccer, de football de première division en Angleterre. Et le choc des cultures entre l'anglais et lui, le choc de pensée entre cette Amérique un peu bien pensante avec le coaching et les Anglais, c'est mais délicieux. Il y a une galerie de personnages absolument délicieux. Je ris à chaque fois, je suis ému à chaque fois. C'est ça très très joli. Très joli. Ted Lasso. Voilà. Entre Doug Merci. Gently et Ted Lasso, vous en sortez, les amis. Alors, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Parce que là, on est à l'heure où tout le monde va aller manger, juste par Je vois, curiosité. je vois une salade de concombres, de maïs, de tomates, un peu de coleslaw et un peu d'avocat. Et voilà, voilà, ce soir c'est léger. Ben, merci de nous avoir confié tous tes secrets, y compris ce que tu vas manger ce soir. C'était la première du Cercle des Fourmis. Nous allons probablement nous retrouver jeudi prochain. Nous étions à peu près 800 à suivre cette émission. Elle va être en replay. Merci à vous d'avoir suivi. Je voulais aussi remercier David Gallet qui m'a fait le petit logo que vous voyez à droite et qui m'a fait le générique du début, le générique de fin ainsi que la musique. Et je voulais aussi remercier Juan Tamayo qui m'a aidé à régler plein de problèmes techniques qui font que sinon cette émission ne pourrait pas exister. Et surtout, merci à toi, Eric, Antoine, Merci Bernard. d'avoir été le premier à venir au Cercle des Fourmis. Merci mon ami, Bonsoir. merci pour ton intelligence et merci pour le bonheur que tu me donnes à chaque fois. Voilà. À bientôt, poteau. À bientôt. Tu as arrêté, c'est bon? Alors, arrêtez le